Bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Leaf Talk et toujours en bonne compagnie avec un homme complètement dégoulinant sous 45 degrés dans un véritable sauna aménagé en salle de sport. Mec, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas, Max? Bah chaud, et toi? Vous avez de la chance en Bah Bretagne, là vous avez le bon ouais, climat. Ouais. ouais, moi franchement là, tu vois, je suis à la mer, je la vois de là où je t'enregistre le podcast là. Et il fait beau et il fait pas trop chaud, il fait 25 degrés, donc c'est cool. Il y a du Moi vent et tout. j'ai un marais à côté de chez moi. Oh, Et l'enfer! il est à 40 degrés comme dehors, je pense. Oh la vache. Non, sinon, par Euh, ça va. ok. Eh bien, avant de commencer le podcast, je le dis tout le temps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, activer la cloche des notifications. Ça nous aide énormément pour continuer à faire ce qu'on fait, puisqu'on fait gratuitement, pour vous, par amour, par passion. Et, et donc, écoute, on va commencer le podcast. Et c'est un sujet de podcast qui va vraiment, vraiment te faire kiffer, je pense. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu es déjà venu, je crois, une ou deux fois déjà Ouais. sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter, Max? Bah déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité. J'adore les podcasts. Euh, du coup, Maxime, alias Fit Max, athlète et coach depuis quasiment 2 ans. Je crois que je fais du street depuis 2 ans et demi. J'ai commencé les réseaux il y a 2 ans aussi. N'hésitez pas à aller checker mon YouTube, Insta, etc. Il y a pas mal de tips, de vlogs, d'infos, tout ce que vous kiffez si vous aimez le street. Et du coup, bah, compétiteur aussi. J'ai fait, je crois, 4 compétitions, 4 ou 5, je sais même plus, 4 ou 5 compétitions, toutes avec quasiment pas de no rep. Ça, les gars, notez-le, c'est ultra important. Il n'y a pas de rouge ici, que du blanc. Et bah, content d'être là aujourd'hui. Plaisir de partager des sujets avec toi. Ça fait toujours kiffer de discuter de street et de discuter de sport avec des Et, experts. juste, et justement, c'est le nouveau titre de ces podcasts où je fais intervenir des coachs. Donc, le titre de l'émission, de ces émissions, parce qu'il va y en avoir un certain nombre, ça va être Lifting Expert. Tu as vu mon accent anglais L'accent anglais. magnifique. Et du coup, ça sera la série. Je ferai même dans YouTube, je ferai une rubrique que avec ces podcasts-là, où je fais intervenir uniquement des coachs. Donc là, d'ailleurs, avant même d'embrayer, est-ce que tu as quand même un petit peu d'actualité? Est-ce que tu prépares une compète? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Vas-y, dis-nous tout. Prochaine comp, bah, sera Annecy Street Event, la prochaine que je vais faire. Si le genou va bien. Voilà, je suis en réhab et en vrai, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, je me surprends même en vrai sans ceinture. Je suis pas fan du squat sans ceinture, mais à l'époque, quand je faisais ma montée en gamme, tu sais, je faisais genre 140 sans ceinture. Ça a aucun intérêt hein, pour ceux qui écoutent, ça a absolument aucun intérêt. C'était juste un petit rituel que j'avais. Et en général, elle passait bien dur, même si après mes séries, ça allait mieux parce que j'enfilais la ceinture qui m'aidait vraiment pas mal. Et là, il y a 2 semaines, j'ai fait un 3x6 en tempo à 135 sans ceinture avec des genouillères SBD, alors qu'avant, je le faisais avec des A7. Donc franchement, la réhab se passe plutôt bien. Et bah, c'était le seul truc qui me mettait un peu en doute pour Annecy Street Event. Mais en vrai, si le genou va bien, bah, Florent, qui va écouter ce podcast, écoute-moi bien, gros. Je vais venir te chercher. Ok, donc on se voit à Annecy en Haute-Savoie Yes. en fin d'année. Du coup, on se verra. De toute façon, on se verra là-bas. Donc, le sujet du jour, parce que je suis sûr que tu te poses la question là, Max. Là, tu te dis, mais de quoi on va parler? Il Ah m'a ouais, teasé le truc là. exactement. Je vais faire. Alors, donc, je contextualise. Ce podcast, c'est peut-être aussi un petit peu une réponse à quelqu'un qui m'a envoyé un message à qui j'ai parlé récemment, peut-être qu'il se reconnaîtra. D'ailleurs, je t'invite, tu as ton droit de réponse. Tu as ton droit de réponse, mec. Donc, si tu veux podcast ensemble pour me donner ton point, n'hésite pas à m'envoyer un message. Le titre, c'est Faut-il être fort pour être légitime en tant que coach? Et on va pas répondre juste par oui ou non. On va vraiment développer. On va vraiment développer. Donc déjà, est-ce que tu as pas mal d'idées là qui viennent là quand je te dis ça? Toujours des idées.
façon, les Ok, podcasts, je sais pas, avec Serap, je dis tout le temps, je préparais. En vrai, même si j'ai les sujets à l'avance, je préparais. Hein. Full impro. ok. Mais si tu veux, je Et peux toi, démarrer. quel est ton point de vue justement là-dessus? Alors, est-ce qu'il faut être fort pour, euh, pour pouvoir coacher? Pour être Déjà, je légitime. pense, pour être légitime, pardon. Déjà, je pense que, première chose, déjà, les gens vont se dire oui dans leur tête, même si les arguments, ils vont les entendre. Dans leur tête, ils vont toujours chercher un gars plus fort qu'eux pour leur donner des conseils. Pour moi, je dirais pas du tout, mais pas forcément. Il faut déjà être un pratiquant, déjà, première chose. Tu peux pas coacher si tu fais du street 6 mois dans l'année ou 2 mois dans l'année, parce que c'est vraiment un apprentissage continuel. Donc, si t'es pas tout le temps dedans, t'es pas à jour et tu vas pas tout le temps essayer d'apprendre des nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses, de tenter aussi sur toi, parce que c'est intéressant de tenter sur des gens, mais avant de tenter sur les gens, et des gens qui te payent, de leur faire tenter des trucs que t'as jamais fait, sans en étant quasiment dans le flou de pas savoir si ça va marcher ou pas. Faut déjà les tester un petit peu sur soi. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer, beaucoup tenter de choses. Et pour être légitime, du coup, bah, si tu tentes beaucoup de choses et que tu t'entraînes beaucoup, tu seras forcément pas nul déjà. Parce que si en t'entraînant beaucoup, t'es nul, du coup, tu perds ta légitimité, parce que si t'arrives pas à te faire progresser, ça va être dur de faire progresser les autres. Donc est-ce qu'il faut être fort? Je dirais pas forcément, mais il faut déjà pratiquer beaucoup. Donc faut que ça soit ton sport à plein temps, entre guillemets. Pas faire ça juste 6 mois dans l'année et aller taper 6 mois d'Irox ou 6 mois de marathon après. Et du coup, bah, toujours se mettre à jour. Et en vrai, le plus dur, en vrai, c'est de réussir à capter des clients, à capter des athlètes. Parce que si tu es très bon pour coacher les gens, mais que tu as zéro perf et que personne vient te voir, parce que du coup, bah, si tu as même des bons conseils, mais que tu as même un physique de brindille, en vrai, les gens vont pas te prendre au sérieux. Donc, c'est à toi de pratiquer beaucoup pour réussir à attirer des gens, à avoir quand même des perfs potables, parce que sans perf potable, même si ça veut rien dire du tout, tu n'attireras personne. Et ça, c'est une réalité. Et ensuite, une fois que tu as attiré des gens, une fois que tu as réussi à te faire une base, là, c'est plus tes témoignages et les retours que les gens vont faire qui vont faire que tu vas réussir à avoir des gens ou pas. Et une fois que tu as réussi à te faire cette base-là, je pense que être vraiment très fort, bah, c'est un petit peu moins important du coup. Quand tu as réussi à avoir des témoignages, des gens qui ont réussi à progresser, à qui t'as fait atteindre un certain niveau, là, je pense que du coup, bah, les témoignages, ils prennent le dessus sur ton niveau. Et si tu as réussi à faire passer des gars de 250 à 500 de total, que tu en as fait 10 comme ça, je pense que tu as beau être une gaze et plus réussir à faire de muscle-up, les gens, ils vont quand même te voir. Ok. Eh bien, écoute, moi, je vais donner mon point de vue là-dessus, et puis après, bien sûr, on va bien, bien développer. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, il faut avoir un minimum. C'est-à-dire que tu peux pas ne jamais avoir pratiqué et te prétendre et être légitime en tant que coach en streetlifting. Je précise parce que ça, c'est un truc qu'on a déjà vu et qu'on voit encore d'ailleurs. Des mecs qui se proclament coach en streetlifting, mais on les a jamais vus en compète. Et même dans leur pratique personnelle, c'est pas vraiment ce qu'ils font. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a des questions qui peuvent se poser voilà, quand on regarde un petit peu ces personnes-là. Après, bah, faudrait définir ce que c'est être fort. Et je pense que être fort, on pourrait le dire rapidement, ça va dépendre de chacun. Quand un mec qui débute, peut-être qu'un mec qui a 400, bah, c'est déjà un mec qui est très fort pour un mec qui débute. Un mec qui est intermédiaire, bah là, il faudra peut-être taper vers les 500. Des choses comme ça, de total, hein, je parle, sur les 4 mouvements. Donc voilà pour ça. Et puis, bah, après, être fort et avoir aussi en gros, avoir des compétences pour être fort et des compétences pour coacher, faire évoluer les gens, c'est deux choses différentes. Par exemple, on sait qu'il y a des gens très très forts qui sont incapables de faire progresser les autres parce qu'en fait, ils ont juste des grosses qualités physiques, génétiques et ils ont quand même une rigueur au niveau de l'entraînement et une durée d'entraînement assez longue qui font que bah, ils sont très bons, même certains, il y en a qui sont très très bons. Donc moi, pour moi, tout ça, ça veut rien dire et ça dépend de chacun. Je pense que tu l'as dit aussi, ça sera toujours plus simple si bah, vous êtes bon et si vous savez faire progresser les gens. Enfin, ça sera un plus encore pour vous. Donc voilà pour ça. Donc en gros, pour répondre, bah en fait ça dépend. Donc là justement, on va rentrer dans le vif. Euh,
est-ce que pour toi, un coach, par exemple, je pense moi surtout en termes de contenu, par exemple, est-ce qu'il doit prouver sa force? Enfin, en gros, mettre des perfs, mettre des trucs et tout. Est-ce que c'est un truc, toi, tu considères que c'est un truc obligatoire quasiment? Est-ce il doit faire ça pour son coaching? Bah là, tu m'envoies une question rhétorique. Parce qu'en vrai, sur l'Insta de Live Trainer, je crois qu'il n'y a pas de perf. Et en attendant, tu es peut-être celui qui a au moins dans le top 3 de ceux qui a le plus de monde aujourd'hui. Donc en vrai, la question, elle se répond tout seul. Ok. Moi, tu vois, pour le coup, je serais assez. Je mettrais de la nuance. Je trouve que c'est bien de montrer peut-être aussi un petit peu ce qu'on fait à l'entraînement. En fait, je trouve que c'est important de savoir que ton coach, il s'entraîne aussi. Moi, par exemple, je pourrais pas prendre un coach qui ne s'entraîne pas. Enfin, je pourrais pas. Euh, Même si, par exemple, je sais pas, il a eu un gros niveau quand il était plus jeune, etc. Et puis là, maintenant, il s'entraîne plus. Ah, j'aurais un petit problème avec ça, par exemple. Donc, moi, je dirais que peut-être montrer au moins que vous vous entraînez. Enfin, je pense que ça, par contre, c'est peut-être quand même assez important que les gens sachent que vous vous entraînez. Donc, ok, Ouais. on a répondu à la question. Bah moi, je l'avais Euh, plus pris en mode est-ce qu'il faut montrer ses perfs, tu vois, plus. Mais oui, dans le sens, est-ce qu'il faut montrer que tu t'entraînes? Ouais, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il faut ok, toujours mettre en avant ses perfs? Pas forcément. Tu vois. ok. Tu sais, il y a souvent un raccourci qui est fait, c'est il est fort, donc il sait coacher. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah ça, en vrai, pour avoir eu beaucoup de potes, pas moi parce que j'ai pas choisi mes coachs comme ça, mais pour avoir beaucoup de potes qui ont choisi leur coach comme ça, en fait, tu te rends vite compte que des gars vraiment très très forts qui ont peu de résultats entre guillemets en compétition, donc qui ramènent peu de gens et qui parlent peu des résultats des gens qui coachent, souvent ils appliquent beaucoup leur méthode à eux, donc leur façon de faire sur les autres. Et tu te retrouves avec des méthodes qui sont pas forcément adaptées parce que ces gars-là, même si génétiquement ils sont ultra doués, etc., etc., ils ont aussi une façon de s'entraîner qui est des fois ultra barbare, donc énormément de volume, très peu de, même s'il faut pas toujours s'écouter, mais très peu d'écoute de soi. Donc, tu te retrouves avec des séances de malades j'ai des potes qui m'avaient montré leurs séances. Ils se retrouvaient avec des séances où ils avaient 7, 8 exos d'affilée, genre dips à l'échec, traction à l'échec. Après, ça allait taper des poulies. Après, ça allait taper du tirage. Après, ça refaisait des tractions à l'échec en faisant un petit drop set, en faisant un petit drop load, pardon. Après, ça recommençait, ça refaisait un tour avec des 1 minute de pause entre les sets. Et ça, c'était une prog de force juste avant une comp. Donc très peu spécifique, pas forcément adapté. Donc, je pense que c'est possible qu'un gars très fort, il soit capable de coacher des gens si il est capable d'adapter sa méthode et qu'il comprend que sa méthode qui marche peut-être sur lui de ouf, elle marchera pas du tout sur les autres, elle marchera peut-être sur 5% de la population et encore peut-être même pas, tu vois. Donc s'il est capable de s'adapter, ouais, il va être très bon parce que du coup, il aura peut-être de très bons conseils techniques. Il aura aussi peut-être une expérience sur des charges parce que un gars qui fait pas de muscle up ou qui fait des muscle up à 10 kilos et un mec qui donne des conseils sur un muscle up à 35, 40 avec des placements un petit peu précis, en vrai, ça peut être quand même important. Pareil sur un squat, un gars qui a jamais squatté 150 kilos et qui va expliquer à un autre gars qui veut squatter 300 kilos des petits conseils techniques, c'est pas la même appréhension, c'est pas la même façon de gérer les barres, de gérer ses incréments, de gérer même les drops en compétition entre les barres. Euh, c'est pas la même chose. Et en vrai, si le gars il arrive à adapter sa méthode et qu'en plus il fait profiter de son expérience technique, bah, il peut être très très bon. Mais s'il utilise ce qui a marché sur lui et qu'il fait que ça, qu'il se concentre que sur ça parce que c'est la méthode qui a marché sur lui, elle va marcher sur les autres, là c'est, je pense pour moi c'est droit dans le mur pour 95% des gens. Ouais, c'est en fait, il y a toujours ce truc de le mec est bon et en plus il sait coacher. Mais en fait, moi, je prendrais le truc différemment. J'ai souvent cette discussion avec, tu vois, là, par exemple, autour de moi. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, mais j'ai beaucoup de gens qui tombent malades, mais de manière assez sévère. Et donc, forcément, ils vont consulter des médecins, ils ont des diagnostics, etc. Et en fait, même dans le corps médical, on se rend compte que bah, les gens vraiment compétents, bah, en fait, il y en a très très peu. Euh, Il y a peut-être beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des diplômes dans plein de domaines différents, mais dans chaque
métier, en fait, les gens très bons, parce que il y a aussi ce truc de, dans le coaching, en fait, on veut vraiment ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, à moins que tu aies peut-être un ultra débutant et que tu aies conscient de ça et que tu te dises, bon, moi, je veux pas non plus un coach extrêmement bon, mais au moins qui me fasse progresser peut-être au tout début, même si je trouve que c'est une erreur, parce que tu perds du temps, mais peut-être que ça, tu t'en rendras compte plus tard. Mais pour revenir à ce que je disais, je pense que finalement, en fait, des gens, c'est comme sportivement d'ailleurs, l'élite, en fait, par rapport à la masse, bah, il y en a vraiment très très peu. Et je trouve que ça s'applique aussi au coaching finalement. Et je trouve que dans ces gens bons, il y a tout en fait. Il y a des gens, par exemple, qui sont diplômés, il y a des gens qui sont pas diplômés, il y a des gens qui sont moyennement forts, il y a des gens qui sont très forts. Tu vas retrouver un petit peu de tous les profils, mais pour moi, en fait, il est fort, donc il sait coacher. Non, en fait. Bah non, c'est pas parce qu'il est fort qu'il sait coacher. Peut-être qu'il est fort juste parce qu'il est bon génétiquement, il a un gros passif sportif, etc., etc. Donc en fait, ça veut rien dire. Il faut pas se baser là-dessus. Je dirais que, et ça peut-être on en reviendra sur d'autres questions, mais je pense que c'est une aussi, il y a une part de maturité là-dedans. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en fait, il y a deux trucs. Mais attends, je laisse le truc pour après parce que sinon, je vais répondre à la question d'après. Donc, on va passer à la question suivante. Peut-on coacher quelqu'un plus fort que soi? Peut-on quelqu'un, ouais. En vrai, ouais. Moi, j'en ai plein, hein, qui sont meilleurs que moi, tu vois. Meilleurs que moi, soit sur certains mouvements, soit au global. Mais j'en ai, tu vois, qui sont meilleurs que moi et ça pose vraiment aucun problème. Après, ça Ça existe, dépend. ça, des gens plus forts? Ah, moi, je suis nul, hein. D'ailleurs, je suis un exemple, hein. Ah oui, oui, t'es vraiment nul. Oui, oui, t'es L'exemple du gagnou, genre. vraiment nul. Oui, oui, Non, oui, bien en vrai, sûr. coacher un gars plus fort, bien sûr, en vrai. C'est ce qu'on disait avant. Si tu as réussi à faire progresser un gars, de lui faire passer de 300 à 400, ta méthode, tu l'as. La méthode, c'est toujours la même. C'est juste deux, trois petites choses qui vont changer, mais au final, c'est toujours un peu les mêmes choses. Si tu arrives à faire progresser des débutants et après les faire passer d'intermédiaire à intermédiaire plus ou même à expert, bah, tu peux faire progresser tout le monde. La méthode, au final, ça sera un petit peu la même. Tu vas ajuster deux, trois choses, mais si tu es capable de faire progresser, tu as compris, c'est toujours la même chose, tu as compris les grands principes. Parce qu'en vrai, la prog, tout le monde se fait un monde de malades de la prog. Tout le monde est omnibulé par les prog. La prog, en vrai, les gars, c'est pas ultra compliqué, hein. Il y a des grands principes, surcharge progressive, bonne gestion d'intensité, du volume. Mais c'est pas un truc de malade. Tout le monde se fait un monde en pensant que la prog, ouais, je vais faire un 3x3, un 3x4, ça fait une différence de ouf. Mm. C'est, en fait, vous sortez un petit peu de la question qui est importante. C'est, est-ce que vous faites évoluer vos formats? Est-ce que vous progressez? Est-ce que vous avez un moyen de vous dire, bah là, j'ai fait mieux que le bloc d'avant, là, j'ai fait mieux que celui d'il y a deux blocs, trois blocs. Euh, et tout le monde se fait, j'ai l'impression, un monde de la prog en pensant en gros que c'est des calculs d'apothicaire où il faut vraiment être un monstre en calcul et en tableur pour faire une prog. Mais la prog, c'est ultra basique et souvent, c'est les trucs les plus simples qui marchent. Je prends un exemple tout simple. Bon, ça sort un peu de la question, mais je prends un exemple tout simple. Il y a énormément de gens qui veulent absolument des top 7 dans toutes leurs prog. Bon, dans le principe, au niveau adhérence, c'est ça se comprend parce que c'est quand même plus intéressant d'aller faire un petit top 7 à la fin de son bloc, machin. C'est un petit peu intéressant. Mais en vrai, les gars, vous ferez que des straight sets tout le temps. Bah, vous progresserez pas forcément moins. Parce que ça serait plus simple à traquer. C'est tout basique. Vous passez d'un 4x5 à 50 kg à un 4x5 à 70 kg. Et ben, vous avez progressé. Peu importe le RPE, vous avez progressé. Et on se complexifie trop la prog dans la tête. Et on se retrouve à faire des trucs qui, des fois, ont aucun sens. On voit des gars qui essayent de faire des mix top 7, ramp up après un top 7. Après, ils se disent, ouais, je vais faire mes back-off en fin de séance, parce que je serai peut-être plus prêt après avoir fait mon renfort aux jambes. Les gars, faites des trucs simples, prenez pas la tête. Et en suivant les grands principes, pour revenir à la question, si vous appliquez les grands principes, que ça soit un débutant, un intermédiaire, un expert, ça sera toujours la même façon de progresser. Et si vous ajoutez des kilos sur ces formats, il va progresser. Si vous faites de la surcharge progressive, vous gérez bien l'intensité, vous gérez bien la spécificité au fur et à mesure en se rapprochant d'une comp. En vrai, les grands principes, ils s'appliquent, que ce soit un débutant ou un expert, et il progressera de la même façon. C'est juste les charges qui vont changer, un peu le travail mental aussi, parce que appréhender des grosses barres, ça peut demander plus de préparation, un peu plus de discours avant les grosses séances, un peu plus peut-être
de dialogue avant de commencer les blocs. Il y a des gars, ils aiment bien savoir ce qu'ils vont faire en fin de bloc, ça les aide à se préparer. Il y a des gars, il faut pas qu'ils le sachent parce que du coup, ils stressent. Et ça, c'est plus vers des profils un peu plus avancés. Alors qu'un débutant, en vrai, il va arriver en fin de bloc, tous les cas, il va le passer parce que il progresse de ouf et que ça va être facile alors qu'il s'attendait à ce que ça soit dur. Et je pense que c'est plus des petits détails comme ça, mental, et plus de dialogue qui vont changer entre un gars vraiment expert et un débutant, et les charges aussi, bien sûr. Mais en vrai, si t'es capable de faire progresser un expert, un moyen, un débutant, les principes, c'est les mêmes. Ouais. Je suis parti un peu en Euh, live, mais vous voyez ce que je veux oui, dire. oui, bah après on connaît l'animal, hein. Euh, Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi aussi. J'ai aussi beaucoup de gens qui sont beaucoup plus forts que moi et c'est totalement ok là-dessus. Ils sont ok aussi là-dessus puisque bah Ça, c'est étonnant. ils se voient progresser et c'est ça le principal. Donc effectivement, on peut et je dirais même qu'on est coach, on se doit presque. T'imagines un petit peu si on coachait que des mecs moins forts ou aussi forts que nous. C'est aussi intéressant et c'est enrichissant en tant que coach aussi de coacher des gens peut-être un peu plus forts, avec un peu plus Mm. d'expérience et tout, parce que ça peut apprendre aussi énormément de choses. Question suivante. Cas concret de coach peu performant, mais ultra compétent ou l'inverse? Est-ce que toi, tu as déjà vu des trucs comme ça, genre en streetlifting? On va pas donner de nom ou de choses comme ça, mais Genre un mec nul qui a beaucoup d'athlètes très forts. ouais, ou à l'inverse, quelqu'un qui est pas qui est très très performant, mais qui a aucun athlète, ou presque pas. Ouais, un peu moins le gars. On voit quand même moins de gars très nuls, enfin très nuls, avec un niveau très faible, avoir beaucoup de monde. Je pense que les gens, comme je disais au début, ça, le plus dur, c'est d'avoir les premiers gars qui vont venir vous voir quand vous êtes coach. Le plus dur, c'est d'attirer les premiers. Et en vrai, si vous avez zéro perf, vous avez beau donner les bons conseils, les gens, ils ont quand même c'est pas forcément bien, mais ils ont quand même cette façon de voir les choses. Comme si vous faites de la muscu, vous allez avoir du mal à aller voir un mec qui est tout sec et qui a zéro muscle, même s'il a beaucoup de connaissances. Vous allez voir un mec balèze et lui demander comment il a fait. En général, peu importe Mm. votre niveau, vous allez quand même réfléchir comme ça, même si c'est pas la bonne façon de penser. Mais du coup, un gars nul qui coach beaucoup de monde, ça va être plus rare parce que du coup, il va avoir du mal à attirer les premiers, qui vont lui faire une bonne pub pour réussir à attirer les suivants. Donc en fait, il doit vraiment faire énormément de stratégies de vente commerciale, etc., pour réussir à avoir du monde et réussir à créer cet élan. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances, beaucoup d'applications, parce que du coup, il va être obligé de se former beaucoup plus que les autres pour mettre en place des stratégies beaucoup plus dures qu'un mec qui a juste des perfs et qui va réussir à attirer les premiers, qui vont ensuite attirer les autres. Et des gars très forts qui coachent personne, il y en a parce que bah, du coup, eux, c'est tout l'inverse. En fait, ils se basent énormément sur leurs perfs et ils mettent pas en place des petites stratégies toutes bêtes, en vrai, toutes simples. Juste faire des vidéos où tu donnes des conseils, des vidéos où tu montres que tu coaches des gens, où tu montres ce que tu fais en vrai, qui attirait du monde. Donc on voit, j'ai l'impression, beaucoup plus souvent des gars qui ont un très bon niveau mais qui ont personne, plutôt que l'inverse. Exact. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. On passe à la partie 3, ce que les clients recherchent réellement. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça va être toute la partie réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu penses justement que les clients recherchent réellement sur les réseaux? Alors, moi, premièrement, je vais prendre mon, parce qu'en vrai, c'est dur d'être dans la tête des gens, mais je vais prendre mon cas perso. Quand j'ai commencé le street et que j'avais besoin d'aide, entre guillemets, bah, je cherchais sur YouTube, je cherchais sur Insta. Et si tu tombes sur un mec qui donne le conseil qui va toi t'aider ou qui va régler un des problèmes que tu cherchais, bah, tu vas tout de suite te dire, OK, il connaît plus de choses que moi déjà, parce que j'avais un problème, il me l'a réglé. Enfin, il me l'a réglé. Au moins, il m'a mis sur la piste ou il m'a aidé. Et si 3, 4, 5 fois tu retombes sur le même gars qui donne toujours le même conseil, qui t'aide toujours, et bah, du coup, tu vas direct te dire, ouais, OK, lui, il peut me faire progresser, lui, il est bon, il sait de quoi il parle. Et c'est là, je trouve que le format podcast, il est intéressant parce que sur des petits réels, tu peux apprendre des trucs, mais sur un podcast, tu peux vraiment voir comment les gens réfléchissent, leur façon de penser, leur cheminement de pensée un peu, où c'est un petit peu plus long et du coup, c'est plus intéressant. D'ailleurs, si vous l'avez pas fait, mettez un like, un commentaire, on le rappelle, parce qu'il y en a qui le font pas au début des fois. On le dit au début, et des fois, vous le faites pas. Donc, petit like, petit commentaire, on s'abonne. Et du coup, quand tu trouves un mec qui te donne ouais, 4, 5 conseils d'affilée, et bah, tu te dis direct, ah, lui va me faire progresser. Et bah là, en vrai, moi, je suis pas du genre à me poser la question de la perf, donc moi, perso, je m'en foutais. J'avais juste un gars qui donne des conseils et qui m'a permis de progresser, de comprendre des choses. Et je me suis dit, ok, c'est lui qu'il faut que j'aille voir. Mais du coup, si le mec, il poste que des perfs,
Moi, dans mon cas perso, je sais qu'il y en a qui pensent quand même qu'un mec fort, il va les aider, ce qu'on disait avant. Et moi, dans mon cas perso, je préfère un gars qui résout mes problèmes, gratuitement en plus. Donc je me dis, si le mec il résout mes problèmes gratuitement, ça demande plus de recherche parce qu'il faut aller chercher le contenu, il faut se faire un peu chier à aller trouver ce que tu cherches. Si je le paye et que je lui pose des questions des problèmes que j'ai et que je lui demande en direct, il sera beaucoup plus clair, plus important, il me donnera plus d'infos et ça va me faire gagner du temps. Donc en vrai, si le mec il fait du bon contenu, qui résout les problèmes des gens, en vrai, puisque le métier de coach, c'est résoudre les problèmes des gens. Les gens ils viennent, ils disent bah je galère à progresser, ça fait 6 mois que je m'entraîne, je stagne. Ils ont un problème, faut le résoudre. Si tu le résous, t'es bon. Si tu le résous pas, t'es pas bon. On reste tout con. Et si en plus le mec il le fait gratuitement, bah t'as envie d'aller voir pour qu'en payant du coup, il t'en donne encore plus et qu'il te fasse gagner encore plus de temps. C'est ça. Bah, moi, je dis, On perd sa je voix. pense qu'il y a deux types de personnes pour moi qui recherchent deux trucs différents sur les réseaux. Tu as la personne donc du coup qui recherche plutôt à être coaché par un athlète et l'autre côté, quelqu'un qui recherche plus à être coaché par un vrai coach. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment ces deux opposés où des mecs, en fait, ils vont vraiment déterminer le choix de leur coach par rapport au côté vraiment 100% athlète et d'autres qui vont vraiment, là, pour le coup, eux, bah, comme toi, par exemple, qui minimisaient ce côté-là et qui priorisaient bah, plutôt le côté 100% coach, 100% conseil, pédagogie, connaissances, etc. Donc pour moi, en fait, il y a vraiment deux grosses catégories de personnes sur les réseaux. Et bah, je pense qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Donc, impact des réseaux sociaux. Ah oui. Euh, like, PR, physique, et pas forcément toujours égal à la pédagogie. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ouais, bah clairement, hein. En vrai, ce qui fait liker les gens, déjà ce qui va promouvoir une vidéo, c'est le temps de visionnage. Donc un mec qui fait du street, déjà on est une petite niche. Donc en vrai, un gars qui a pas énormément de vues sur ses vidéos, c'est pas forcément étonnant. C'est pas avec un tip sur le muscle up que vous allez faire 500 000 vues sur Insta. Ça veut pas dire que la vidéo elle est pourrie, ça veut pas dire qu'elle va aider personne. En vrai, c'est une stratégie à avoir. C'est est-ce que vous voulez faire des vues? Et bah, dans ce cas-là, faut partir dans le sensationnel, critiquer, faire des dramas, faire des trucs drôles. Mais est-ce que les gens qui cherchent un gars pour les faire progresser, ils cherchent un gars qui fait des trucs tout le temps drôles, tout le temps des dramas, tout le temps des perfs, tout le temps un truc qui impressionne? Ou plutôt, peut-être le gars il fait 1500 vues sur ses vidéos, mais par contre il donne des bons tips, tu peux t'en servir. C'est bien condensé, c'est bien expliqué, parce qu'aussi il y a ça. Un gars qui est pas capable de simplifier un truc compliqué, c'est qu'il l'a lui déjà pas bien compris. Donc si vous trouvez un gars qui arrive à vous simplifier un truc que vous n'avez pas compris en 30 secondes, foncez direct parce que du coup il est bon, il sait de quoi il parle. S'il vous fait un discours d'une demi-heure pour vous expliquer comment faire de la surcharge progressive, il est peut-être un peu perdu dans ce qu'il fait. Donc en vrai, le nombre de vues, il veut rien dire. Le nombre de likes ne veut rien dire non plus. Faut plus vous intéresser à la qualité du contenu, à la logique du contenu. Est-ce que ça vous fait progresser? Après, si vous voulez un gars drôle, vous avez le droit d'aller voir un gars drôle, hein. Mais par contre, si vous êtes coach ou vous cherchez un coach, un gars qui fait un salto arrière au-dessus d'une barre, c'est peut-être pas lui qui va vous faire progresser le plus. Ni un gars qui critique la fédé, qui critique les athlètes, qui critique les gens qui l'aiment pas, c'est peut-être pas lui non plus qui va vous faire progresser le plus. Moi, je dirais, intéressez-vous à des gens, c'est ce qu'on dit souvent, qui ont un peu la même énergie que vous. Donc si vous êtes un gars chill, que vous aimez bien apprendre des trucs, que vous aimez bien les gars qui font pas de vagues, un gars gentil qui vous donne des petits tips, bah cherchez un gars gentil qui donne des petits tips et cherchez pas un gars qui fait que de crier sur ses vidéos, qui est tout le temps torse nu comme moi, qui montre que ses perfs. Soyez indulgents les gars, il fait 36 degrés là dans le home gym. Donc Oh là, my bad. quel enfer. Quel enfer. Mais ouais, Euh, cherchez un gars un peu comme vous en vrai, ouais, si vous voulez faire ouais. simple et Bah, mais en plus, c'est ce que je disais juste avant, c'est que maintenant, il y a quand même un panel de coachs avec quand même des personnalités, des visions, des trucs différents. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et merci Disclaimer justement, Global, hein. et justement, bah, ah putain, tu me fais des transitions à chaque fois, c'est incroyable. J'ai l'impression que tu as lu ma trame de podcast. J'ai hacké ton ordi. Euh, Est-ce que le culte de la perf empêche les jeunes coachs de se lancer aujourd'hui?
Bah, en vrai, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que être toujours à la recherche de la perf, enfin, toujours essayer de performer, et toujours essayer de montrer des perfs, toujours être le plus fort, bah, si vous l'êtes pas, du coup, vous allez pas attirer de clients et vous allez tellement omnibuler là-dessus que vous allez pas réussir à vous focus sur votre activité de coaching. Parce que le coaching, ça prend un temps monstrueux. On s'en rend pas compte en vrai, mais ça prend vraiment un temps monstrueux. Et déjà réussir à s'entraîner et à coacher en même temps, quand on a un petit peu de monde, ça demande une organisation vraiment militaire. En vrai, c'est vraiment, c'est de la demi-heure à la demi-heure. Faut vraiment être organisé, parce qu'on peut vite se perdre, vite laisser tomber le truc. Du coup, si on est vraiment full perf et qu'on cherche à devenir le meilleur du monde, bah, du coup, le coaching peut en pâtir parce que du coup, si on va en faire son activité principale, on va avoir beaucoup de monde. De toute façon, tu sais ce que c'est, hein. Beaucoup de monde, ça veut dire beaucoup de temps. Et du coup, le temps pour l'entraînement, il peut vite devenir un peu limité. Donc, toujours être à fond partout, ça peut être compliqué. Il faut réussir à prioriser. En vrai, comme tu fais toi, faire une petite compétition de temps en temps, c'est bien parce que ça montre que bah, tu es athlète, que tu performes, que tu as quand même des perfs, que tu pratiques, que du coup, bah, tu fais des compétitions aussi. Donc, ça te permet aussi de montrer bah, que tu es capable de respecter tes standards. Enfin, après, c'est tout basique, hein, mais les gens, ils aiment bien qu'on leur confirme. Et je trouve que c'est bien d'allier les deux, mais c'est compliqué d'être à fond athlète ou à fond coach. En tout cas, si on veut mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est compliqué. Faut réussir un petit peu à prioriser et c'est ça, en vrai, le plus compliqué. Ouais, moi je dirais justement si aujourd'hui en fait vous posez la question de la légitimité parce que je sais pas moi vous avez passé un CQP par exemple et du coup bah, vous faites du street lifting mais peut-être depuis pas très longtemps depuis peut-être une année et que vous n'avez pas des pertes de malade mental et en fait c'est juste ça qui vous bloque dans le fait de passer à l'action. Bah moi, je pense que vous vous trompez vraiment parce que on espère, en tout cas, on essaye d'œuvrer dans ce sens-là, c'est que le sport se développe. Et du coup, bah, il y aura de plus en plus de niches dans la niche, entre guillemets, et de possibilités. Et donc, peut-être aussi, si vous êtes un coach débutant aujourd'hui, alors peut-être faut pas s'attendre à avoir peut-être beaucoup de personnes parce qu'il faut rester objectif, mais ça veut pas dire que vous pourrez pas coacher. Moi, je vois pas mal de petits coachs comme ça, et des fois, je suis assez surpris même du nombre de personnes qu'ils ont, etc. Donc, encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Tu sais, là, par exemple, je trouve que cette année, un truc qu'on voyait pas avant, c'est que vu que maintenant, il y a plein de pratiquants dans les quatre coins de la France, il y a souvent des mecs, tu vois, qui coachent les gens de leur salle, tu vois, par exemple. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas encore. Il y a un an, ça n'existait pas. Et puis, de toute façon, ça va encore évoluer. Là, aujourd'hui, c'est ça, et puis ça sera encore autre chose. Mais pour moi, en gros, faut pas que vous freiniez par rapport à. Voilà. Si Il y ça a vous un, empêche il y a aussi un aujourd'hui, truc en vrai, parce que parce vous. que Vas-y, ce que tu vas-y, dis, ce que Max. tu disais là, il y a un truc. En vrai, si vous êtes débutant, vous démarrez là, imaginons, vous voulez commencer à coacher des gens. En vrai, il y a un truc qui peut être très fort, c'est de réussir à convertir justement les gens de votre salle à faire du street. Parce que du coup, vous convertissez des gens qui vont être débutants. Et en vrai, souvent, votre énergie, elle peut un peu se transférer sur les autres. Genre, les gens, ils vous voient vous entraîner. Déjà, le street, c'est stylé. Donc, vu de l'extérieur, ils vont se dire, waouh, il fait des muscle-up lestés, il est fort. Ça peut leur donner envie de pratiquer. Et en vrai, attirer ces gens-là vers le street, c'est plus facile que d'attirer des gens qui vous connaissent pas du tout sur les réseaux, par exemple. Et ça peut vous faire déjà vos premiers témoignages, vos premiers retours d'expérience. Et c'est plus facile d'avoir un contact en vrai quand les gens ils vous voient pratiquer, qui vous leur donnez deux trois petits tips, justement en vrai comme ça, qui peuvent leur résoudre un problème, qui peuvent vous attirer des gens. Déjà d'une, vous faites grandir le sport parce que vous convertissez des gens qui vont faire du street après. Et en plus, vous lancez un peu votre truc facilement parce qu'en plus c'est plus facile quand même d'avoir des gens en présentiel qu'en ligne et ça vous donne une petite expérience en plus. C'est vraiment full bénéf. Donc si vous arrivez à faire ça, vous êtes dans une salle où il n'y a pas trop de gens qui font du street, mais où vous avez un bon relationnel, si vous voulez être coach pour avoir un bon relationnel, vous arrivez à les attirer un petit peu dedans, ça peut être intéressant aussi pour se lancer. Tu vois. Les premiers sont plus faciles à avoir de cette façon. Tu vois. Exactement, je suis totalement d'accord. Numéro 4 maintenant, c'est est-ce qu'on peut être un excellent pédagogue sans avoir percé en compète? Ça, C'est quoi on percer en va, compète? bah, je pense, tu vois, je pensais moi faire un podium ou un truc comme ça. En gros, peut-être que je sais pas, t'es juste bon mais pas assez bon pour être au top. Et du coup, t'as pas percé. En fait, c'est le truc qui te manquait
pour peut-être passer un step au niveau du coaching. Et enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que quand tu es bon, en tout cas dans la moyenne, il faut viser le top à tout prix pour développer son activité de coach, ou faut miser peut-être sur d'autres compétences? Donc là, en fait, je te Non, pose une autre question, mais ouais. Non, en vrai, pas du tout, hein. Pas du tout. Déjà, si, la première chose, ça va juste être ça. Est-ce que quand vous faites vos compétitions, vous arrivez à être à votre meilleur niveau, vous êtes au standard, enfin, vous êtes bien organisé dans votre compétition, que vous soyez accompagné ou pas, parce que du coup, bah là, on imagine que vous n'êtes pas accompagné, on va dire. Est-ce que vous êtes capable de gérer votre compétition? Et gérer la compétition des autres, ça n'a rien à voir entre gérer votre compétition et gérer la leur. Parce que du coup, vous n'avez pas du tout la même implication. Vous aurez sûrement moins de temps si vous gérez votre compétition tout seul, donc c'est dur à comparer. Mais je pense que ça a absolument aucun lien, parce qu'en vrai, un mec qui fait top 3 ou un mec qui fait septième au championnat de France, ça veut absolument pas dire qu'il est capable de gérer la compte de quelqu'un. De toute façon, il a fait top 7, mais il a fait la meilleure compétition de sa vie. Il a fait que des blancs, il a jamais fait un no-rep. Et je pense que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il a bien géré sa comp? Est-ce qu'il a réussi à performer à sa comp? Est-ce qu'il a bien géré son timing? Et en vrai, si vous êtes capable de gérer, parce que c'est ça souvent le plus anxiogène en vrai chez les gens, et c'est aussi ça qui est un peu chiant des fois quand la compétition elle part un peu en couille et qu'elle est un petit peu mal organisée ou qu'il y a des petits retards et tout, ça peut vite stresser les pratiquants. Donc en vrai, c'est bien d'avoir une expérience en comp pour être capable de gérer un peu ces contretemps, être capable de gérer un peu les warm-up, de décaler un peu le warm-up si tu vois que ça a pris un peu de temps, de connaître un peu les temps de passage. Par exemple, sur un muscle-up, bah, sera plus court que sur un squat. Donc connaître un petit peu le déroulement d'une comp, donc en avoir fait quand même quelques-unes et avoir accompagné des gens sur quelques compes, c'est ultra important pour réussir à gérer ce timing-là. Mais est-ce qu'il faut avoir été enfin, une machine de guerre pour réussir à être bon et bon pédagogue? En plus, bon pédagogue, ça n'a même rien à voir avec une compétition. Si vous pouvez être bon en comp et pas réussir à donner un conseil à quelqu'un. Là, si on parle juste gestion de la comp, pas du tout. Il faut juste que vous soyez capable de gérer une comp, que vous connaissiez le timing, que vous en ayez fait plusieurs, etc. Mais au niveau pédagogie, je pense qu'un bon pédagogue, euh, bah, il est capable de vous faire, comme je disais avant, de vous simplifier quelque chose. Parce que si vous faites une vidéo de 15 minutes pour vous expliquer comment engager votre dos aux tractions, vous allez être perdu, vous allez même plus vous rappeler du début de la vidéo. Mais s'il est capable en un vocal, ou même une toute petite vidéo je sais pas, une minute, de vous expliquer un tips que vous n'arrivez pas à mettre en place pendant 2, 3 semaines, là il est bon, parce que du coup il arrive à vous faire comprendre un truc. Et il y a aussi le fait de s'adapter aussi à la personne, qu'on a des façons d'expliquer les choses. Si la personne elle galère à comprendre, par exemple ça peut commencer avec un vocal, tu lui fais un vocal, bon soit il te dit ok j'ai compris et après il n'arrive pas à l'appliquer, soit il te dit carrément bah j'ai pas compris et du coup bah il est perdu. Et là, du coup, il faut adapter votre dialogue, soit changer de dialogue, soit peut-être faire une petite vidéo vite fait, soit lui donner un exemple. Et en vrai, c'est plus cette façon de s'adapter à la personne qui va vous rendre bon, plutôt que le fait bah, d'être bon en compétition, parce que ça veut rien dire du tout. Puis il y a des gars qui sont bons en comp, mais qui ont des techniques dégueulasses. Hein, donc, ça fait full no rep, ça valide un essai sur 8. Et, et c'est pas comme ça que vous pouvez donner des conseils en vrai, donc ça veut rien dire du tout. Mais ouais, je pense que le plus important pour être pédagogue, c'est réussir à adapter votre dialogue, à parfois changer votre façon d'expliquer, parce qu'elle n'est pas forcément logique pour tout le monde. Tout le monde a la même logique, tout le monde a une logique différente, tout le monde a une façon différente de penser. Et pour être bon pédagogue, il faut réussir à s'adapter à chaque personne, à des fois trouver un autre angle d'approche sur le même tips. Et ça, c'est souvent le plus compliqué, parce qu'il y en a qui se butent, ils vont dire ouais, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et le gars, il n'arrive pas à l'appliquer, ouais, mais faut que tu fasses comme ça. Et si tu as toujours la même façon d'expliquer et que le mec, il arrive toujours pas à le mettre en place, c'est juste qu'il faut utiliser soit un autre chemin, soit peut-être un exercice à côté, soit une autre façon d'expliquer, un autre outil, comme je disais, une vidéo, même des fois un VBT, tu vois, pour expliquer un petit peu le mid-foot au squat, par exemple. Le gars, tu lui dis qu'il se déporte un peu trop vers l'avant, il dit ouais, mais j'ai pas l'impression. Tu lui mets une trajectoire de sa barre, il va se dire ah ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Enfin, utiliser quelque chose pour que le mec il réussisse à comprendre. Je pense que c'est plus ça de la pédagogie plutôt que d'être bon en compte. Ça a aucun intérêt au final. Ok, ok. Euh, Quelles qualités font un bon coach selon vous? Alors ça, c'est une question qu'on a déjà abordée plein de fois. Peut-être que moi, je vais y répondre parce que Vas-y. tu l'as dit en fait. Tu l'as dit dans la question d'avant. Pour moi, un bon coach, c'est donc quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait avant ça même écouter en fait, qui a une qualité d'écoute qui est importante, adaptation et aussi analyse, qui sait analyser les choses vraiment de manière assez précise en temps réel, qui n'est pas trop un temps de latence, et par la suite, bah, qui sait s'adapter à tout public, donc des débutants, des confirmés, des gens qui comprennent très vite, des gens qui comprennent pas vite. Donc adapter son discours,
même des fois les mots qu'il utilise, les termes qu'il utilise. Il y a des gens à qui ça va vraiment parler qu'on va être très technique. Il y en a d'autres, il va falloir être beaucoup plus simplifié, en fait, beaucoup plus les concepts. Il y en a d'autres qui vont fonctionner avec, comme tu as dit, les vocaux, d'autres avec les vidéos. Le mieux, par exemple, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que j'envoie en fait plein de types. Donc, au niveau de la pédagogie, j'envoie des vocaux, j'envoie des vidéos, je fais même des screens avec des schémas, etc., pour vraiment qu'elle ait une vision très globale du point en question. Donc, pour moi, le coach, c'est ça. C'est qualité d'écoute, adaptation et analyse. Pour moi, si je devais dire trois grands adjectifs. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. J'aurais dit aussi pas réactivité, parce qu'en vrai, répondre dans les 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. Mais pas que l'athlète, il se sent juste délaissé, tu vois. Genre, si vous le faites un retour tous les 3 semaines, bah, c'est trop tard, tu vois. Genre, vraiment Mm. être réactif, c'est pas le bon mot, mais Être être présent. présent, tu vois. Ouais, 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 voilà, être voilà. présent, je pense Ouais, que c'est être le bon truc, présent. tu vois. Que le Ouais. mec, il se sente pas juste, je lui fais un retour toutes les 3 semaines, et encore le retour, entre-temps, bah, j'ai fait 40 erreurs différentes. Je me perds, du coup, je veux mettre en place un truc que j'ai peut-être réussi à régler tout seul. C'est Ouais. pas le but. Ouais. Je vais être présent, je pense, c'est le bon truc, tu vois. Ouais. Et le reste, je suis d'accord avec toi. Euh, Ok, donc là, on arrive sur la partie 5. C'est je pense que ça va t'intéresser. Tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais pas aller trop loin dans les réponses. C'est le dilemme du coach athlète. Parce que là, il y a beaucoup à en dire. Je crois que j'ai jamais abordé ce sujet-là encore en podcast. Donc, j'embraye tout de suite avec la question faite. Peut-on concilier progression perso en tant qu'athlète et coaching sérieux? Bon, après, déjà, ça va dépendre du nombre de personnes que vous avez. En vrai, si vous avez 2 athlètes, vous pouvez vous être à 100% dans votre entraînement, ça va pas vous prendre 6 heures par jour. Donc, ça dépend si vous faites ça à côté d'un autre travail, si c'est votre travail à temps plein, si vous avez 40 athlètes. Donc, je vais prendre les deux cas. Je vais prendre le gars qui a personne, un mec qui a, on va dire, 5, 6 personnes. Il peut encore beaucoup se consacrer à son entraînement, à vraiment chercher à optimiser tout, à vraiment bah, s'entraîner aux mêmes heures, machin, à vraiment tout faire ce qu'il faut, faire ses steps, tout ce qui va à côté. Parce que ça prend pas un temps de malade en vrai. Mais un gars qui veut vraiment faire son activité et qui se retrouve avec 30, 40 personnes, il va se retrouver très limité en termes de temps déjà. Parce que réussir à se consacrer à 40 personnes et en plus passer, parce que pour atteindre un certain niveau, vous allez passer beaucoup de temps à la salle. Parce que c'est des sports de force, c'est ultra long. Même si vous faites, tout le monde s'en rend compte en vrai. Tu regardes ta montée en gamme, fin de montée en gamme, j'ai fait 3 séries, ouais, ça fait 45 minutes que je suis là. Et tu te dis, quoi, j'ai rien fait du tout, il me reste encore une petite heure à taper. Donc vous êtes souvent 2 heures à la salle, même plus. Donc réussir à gérer 40 personnes, plus passer beaucoup de temps à la salle, plus, ça dépend si vous êtes coaché ou pas, mais un gars qui s'auto-coach, il va devoir s'analyser, il va devoir réfléchir à sa prog, celle des autres. Ça fait énormément de choses à faire en même temps. Donc concilier les deux quand vous avez beaucoup d'athlètes, c'est ultra compliqué. Je pense que ça demande vraiment une organisation de ouf. On peut progresser, mais on va peut-être pas essayer d'aller chercher un niveau monstrueux et vraiment tout donner pour l'entraînement. Et un gars du coup qui a pas grand monde, bah lui il pourra s'y consacrer, c'est pas gênant. Mais par contre, arrive à un moment, il va peut-être devoir faire le switch parce que quand il va plus pouvoir être à 100% partout, il y a aussi un truc qu'on néglige souvent, c'est l'énergie mentale. Quand vous êtes énormément toujours à faire des retours, parce que 40 athlètes, tu te retrouves à faire des retours quand même à une grosse partie de ta journée. Toujours des retours, toujours à la salle, toujours s'entraîner, toujours parler de street. Euh, pour l'instant, on s'en rend peut-être pas compte, parce que c'est peut-être des athlètes qui nous écoutent aussi. Mais du coup, vous faites votre pratique, vous avez vos retours, après votre journée elle est finie, vous passez à autre chose, vous allez travailler, etc. Mais quand vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dedans, il y a un moment où votre esprit va saturer. En vrai, vous aurez peut-être même plus envie de vous entraîner, ou alors vos retours ils vont perdre un peu en qualité. Donc c'est bien de se garder une petite bulle où on fait un peu autre chose. Et du coup, bah, si vous voulez garder une bulle et que l'entraînement il prend beaucoup de temps, que les retours ils prennent beaucoup de temps, bah, va falloir prioriser l'un des deux. Donc si vous avez beaucoup de monde, il y a sûrement un moment où l'entraînement il va être toujours là parce qu'il faut pratiquer, toujours dans l'objectif de progresser, et peut-être un petit peu moins optimisé et peut-être faire un petit peu moins de sacrifices que si vous mettez toutes vos billes là-dedans. Ouais. Ah, ouais, moi, je pense que tu as bien répondu. C'est ça. C'est quand tu es au début de ton activité et tout, ça peut prendre une grande part, le côté athlète. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est pas que tu délaisses,
mais c'est que tu T'as plus le priorises. temps. Tu priorises. Enfin, le côté athlète, c'est pas ce qui remplit le frigo, clairement. Donc en fait, tu priorises autre chose. Donc pour moi, en fait, tu peux pas être un top coach et un top athlète à la fois. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je m'étais pas noté, mais je vais y revenir. Mais par exemple, des top athlètes qui font la compète en même temps que les athlètes qui coachent. Enfin, tu vois, pour moi, bah ça, du coup, c'est pas un top coach. C'est un top athlète, mais c'est pas un top coach. Parce que je trouve ça tellement dommage, moi, de faire une compétition, en plus à très haut niveau, et en fait, tu te retrouves tout seul ou avec quelqu'un que tu connais pas ou quasiment pas, en fait, et qui gère ton match. Je trouve ça un peu dommage, et en tout cas, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai enfin, de me faire accompagner par quelqu'un, tu vois. Si c'est pour qu'au dernier moment, en fait, il gère pas mon match, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Surtout sur des échéances qui, pour moi, ont vraiment beaucoup d'importance. Je parle de ça parce que c'est un truc qu'on voit assez régulièrement. Et on voit aussi que, pour le coup, la professionnalisation dans le streetlifting, elle est encore très très loin. Parce qu'en fait, bah, en gros, bah, limite, le mec, il est coach, athlète, organisateur de compétition. Mm. Il fait tout à la fois, le mec, parce qu'en fait, c'est tellement pas assez développé et c'est tellement pas professionnalisé et éduqué aussi. Parce qu'il y a une question d'éducation, hein. En powerlifting, par exemple, moi, vous pensez que je taille tout le temps le power, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des grosses qualités aussi par rapport à ça, et je pense que ça, c'en est une. C'est qu'en power, bah, il y a des coachs, quoi. Il y a des coachs qui coachent. Et, et moi, j'en ai un peu marre des coachs athlètes, là. Enfin, en fait, c'est chacun son domaine d'expertise, dans le sens où tu peux pas être top dans les deux. Enfin, ça n'existe. Enfin, moi, à ma connaissance, je n'en connais pas. Je connais pas de top coach qui sont top athlètes. J'en connais pas. Donc après, vous pouvez peut-être me sortir des noms, hein, mais moi, j'en connais pas perso. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, En vrai, je suis plutôt d'accord. Parce que c'est vrai que sur des grosses échéances, un gars qui vise un titre enfin, national ou un truc comme ça, il va vraiment être focus à 100% dans sa comp. C'est impossible qu'il arrive à mettre de l'énergie ailleurs. Sauf si, du coup, bah, lui, il participe le matin, par exemple, et ses athlètes l'après-midi où ils sont en décalé, il arrive à faire lui son match et après faire le match des autres. Mais ouais, mentalement, c'est plus compliqué de faire les deux. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, bah, ce qu'on disait avant, en vrai, le top, enfin, top coach, top athlète, il peut être top athlète et être un très bon coach s'il a que 3-4 athlètes. Il est peut-être bon coach, mais du coup, bah, il a peu de monde, donc en vrai, il arrivera à faire les deux. Mais être top athlète et avoir en plus une quarantaine d'athlètes, du coup, vous allez forcément avoir des gens dans toutes les compétitions de la France, quasiment. Donc, vous pourrez quasiment plus participer à des compétitions, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir du monde qui va participer en même temps. Ou alors, faut vraiment, ou alors, faut faire comme Marco, aller dans les grosses KT où, du coup, vous avez souvent moins de monde. Il y a plus de chances de vous retrouver solo dans la KT, de pas avoir de gens qui participent. Mais ouais, c'est vite compliqué de faire les deux et ça prend beaucoup d'énergie mentale déjà de faire les deux. Et c'est vrai que c'est vite compliqué au niveau organisation de réussir à tout gérer. Ouais, et puis tu vois, moi je trouve que justement, atteint un certain niveau, ça demande aussi, moi je trouve, beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur nos épaules. Par exemple, des gens qui font les France, qui font les Europes, qui font les mondes. Je trouve que, et en plus, vous êtes un petit peu attendu au tournant, hein, en tant que coach, si vous faites des erreurs ou des trucs comme ça. Donc, vous avez quand même une pression. Et en fait, moi, je trouve que à ce niveau de coaching, en fait, bah, c'est de la performance. C'est de la performance de coaching, en fait. Et tu vois, par exemple, tu disais un mec qui gère des matchs, je sais pas moi, dans la veille ou le matin et qui fait son match après ou l'inverse. En fait, il pourra pas être aussi performant cognitivement, mentalement, qu'un mec en fait qui a fait que ça et qui lui a pu se reposer avant, etc. Machin et tout, tu vois. Donc pour moi, parce que pour savoir bien gérer un match, il faut être frais.
assez frais quand même mentalement, quoi. Faut pas être trop crevé ou des trucs comme ça, parce que même vous, en fait, vous allez avoir une perception des choses qui est un petit peu altérée, et vous allez faire des choix aussi peut-être qui seront pas hyper judicieux. Donc pour moi, en fait, on parle souvent du top athlète, top athlète. Ok, d'accord, bah bien sûr que ça existe, mais moi je dirais que il y a aussi peut-être le top coach aussi qui priorise justement son activité de coaching, qui continue peut-être à s'entraîner aussi lui de son côté, mais qui vise pas vraiment la performance parce qu'il sait que ça va lui demander beaucoup trop d'énergie et qui préfère mettre l'énergie lui peut-être plus dans son coaching. Et en fait, alors j'espère qu'on tend un petit peu plus vers ça maintenant et que parce que c'est que comme ça que les choses elles se professionnaliseront, quoi. Si les mecs ils font toujours les compètes en même temps que les athlètes, bah du coup ouais c'est bof, quoi. Mais c'est vrai qu'en power, on le voit beaucoup moins, ça, que Ouais, en street actuellement. Bah, après, c'est un sport plus ancré, plus ancien, plus organisé, même ouais. si on les taille de temps en temps, ils sont quand même en avance, hein. Bah ouais, de toute façon Sur beaucoup de choses, quoi. sur le coaching ils sont à des années-lumière, hein. Mm. Franchement, faut pas être enfin par rapport à la moyenne, on va dire. Sur les tarifs aussi. Euh, ouais aussi, ouais, à des années-lumière au niveau des tarifs. Vas-y, moi je vais être coach en power de toute façon. Euh, Il y a que 3 mouvements, en plus, euh, c'est plus facile. Et ils bah oui, commencent. putain, bah ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, du coup, j'ai d'autres questions et on finira là-dessus. Euh, L'importance du contenu, des résultats clients, de l'écoute et du suivi. Et peut-être, est-ce que tu as un message aussi à faire passer aux coachs qui souhaitent le devenir? Euh, Bah, l'importance des témoignages, en vrai, je le mettrais au-dessus de tout. En vrai, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que si vous allez voir un profil, même si le mec, il a pas l'air d'avoir des perfs monstrueuses, s'il a 700 témoignages, que de gars contents, que de gars qui ont progressé, que de gars ravis du suivi, etc. Il y a quand même très très peu de chances qu'il soit nul. Alors que si le mec, il a pas du tout de témoignages, bah, vous allez vous poser énormément de questions. Moi, ce que je fais dans mes témoignages, en plus, je tag les gars, parce qu'on peut faire des faux témoignages, hein, on les connaît, hein. J'ai coaché 90 personnes à prendre 700 kilos sur leur total. Moi, en général, je tag Envoie, les gars qui me mettent leur témoignage. envoie, Ah, tu connais. On va- envoie go en DM pour prendre 100 kilos sur ton total. Donc moi, en fait, je tag les gars, et souvent, en vrai, c'est souvent des gens qui viennent me voir après, bah, qui ont déjà posé des questions aux gens que j'ai mis en story et qui j'ai mis leur témoignage. Donc les gens à qui vous avez, enfin, que vous avez fait progresser, qui ont fait des témoignages, c'est votre meilleure pub. C'est vraiment, en vrai, les premiers gens que vous allez avoir avec vous, enfin, les premiers gens que vous allez réussir à avoir, parce que c'est pas facile. Si vous les avez pas dans votre salle, des gens que vous avez réussi à avoir sur les réseaux, par exemple, c'est vraiment eux les plus importants. En plus, vous avez du temps de ouf à leur consacrer, même quitte à en faire trop, à en faire vraiment beaucoup, qu'ils se sentent vraiment au max, même s'ils payent pas très cher, même si bah, vous mettez du temps de malade. Ces gens-là, si vous font une bonne pub, parce que le street c'est un petit milieu, le bouche à oreille ça va super vite. Donc un gars qui fait de la merde, ça se saura tout de suite. Et, comme ça qu'il va crash après. Par contre, si vous faites du bon taf, en plus si vous avez le temps, du coup en ayant très peu de monde au début, et ben c'est ces gens-là qui vont déjà rester parce que vous faites du bon taf, qui vont vous attirer les autres gens parce que vous faites du bon taf, et qui vont ensuite bah, créer cette dynamique qui va faire que vous allez réussir à avoir du monde. Et en vrai, avoir du monde, c'est vraiment le plus compliqué. Donc si vous voulez être vraiment bien, faut vraiment que vous réussissiez à trouver vos premiers clients, c'est vraiment les plus durs, les 5, 6 premiers qui vont arriver. Et ensuite, il faut que vous occupiez d'eux comme si c'était vos petits-enfants. Genre, vous les chouchoutez, une belle petite prog, les retours à temps, rien qui sort du cadre. On fait un effort sur les retours, on fait plus de retours vidéo parce qu'on a plus de temps. Et tout ça va faire que du coup, bah, vous allez avoir plus de monde après. Et après, du coup, vous allez prendre en expérience. Donc, vous allez pouvoir peut-être en un vocal expliquer ce que vous expliquez avant dans une vidéo de 5 minutes et bah, gagner du temps vous, leur fait gagner du temps à eux, bah, progresser en vrai parce que c'est de l'expérience. Vous allez progresser petit à petit. Mais vraiment, le plus dur, c'est d'avoir les premiers. Donc, les premiers, il faut vraiment pas qu'ils soient déçus. Mais si votre premier gars, première semaine, vous lui envoyez la prog le mardi, les gars, si vous n'êtes pas déjà pas fait pour le faire parce qu'il faut réussir à avoir du sérieux de l'organisation. Si un gars, vous n'êtes pas capable de le gérer, ça sert à rien, vous pouvez déjà abandonner, vous ne pourrez pas en avoir plus. Donc vraiment, les premiers, il faut les chouchouter. Et ensuite, sur le contenu, n'hésitez pas à, à bombarder au début, à vraiment faire des... Déjà, première chose, faire des formats que vous aimez vous. Parce que comme je disais avant, vous allez attirer des gens qui ont un peu la même énergie que vous.
C'est vrai que moi, j'ai attiré beaucoup de gens avec mes formats YouTube. Et moi, ce que je kiffe, c'est regarder des vidéos YouTube. Donc, je me retrouve avec des gars qui ont un peu la même mentalité, un peu le même style de vie. Et du coup, c'est top d'avoir des gens avec qui vous pouvez partager, où vous êtes vraiment, vous pouvez vite être proche en vrai, parce que vous vous comprenez très vite. Faites pas des trucs qui vous ressemblent pas. Essayez pas de vous travestir pour avoir des gens, parce que pour lui, ça a marché, d'avoir fait une vidéo où il s'est jeté du lait sur la tête à la salle, je sais pas, des trucs à la con qu'on voit des fois. Restez vous-même, faites des trucs que vous kiffez, et ensuite essayez de mettre en place une petite stratégie, essayez de réfléchir déjà à pas faire une vidéo au hasard, mais faire une petite série de vidéos, genre donner des tips sur les muscle-up, après les tractions, après les dips. Ensuite, vous allez avoir deux, trois questions, essayez de faire une vidéo pour répondre à ces questions-là, parce que du coup, les questions, bah, c'est des questions directes de gens qui s'intéressent à vous, qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent à la pratique. Et ensuite, essayer de créer une petite stratégie autour de ça pour réussir à attirer des gens petit à petit. Pourquoi pas un petit programme rapide, gratuit, un truc tout con, donnez pas votre âme dans le programme. Moi, je l'ai fait un peu au début avec mon template, j'ai passé une trentaine d'heures dessus. Il m'a attiré du monde, mais il m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont pris. Mais en tout cas, essayez de donner de la valeur aux gens, parce que du coup, ils vont revenir vers vous. Essayez de pas vous travestir, parce que du coup, vous allez avoir des gens qui ont la même énergie que vous. Et ensuite, quand vous avez vos premiers clients, bah, chouchoutez-les pour qu'ils vous fassent de la bonne pub après. Et bah, c'est très très bien ça. C'est une bonne fin de podcast. Est-ce que tu t'attendais à ce que L'improvisateur fou, j'aborde ces sujets-là? pas du tout. Ah, tu vois? T'en Ah, as c'est pensé ça quoi de qui est l'impro cool, là? tu vois. Ouais, bah de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Même moi, j'aime pas savoir les questions à l'avance en vrai. Tu Pareil, sais, j'aime pas. moi, j'aime bien qu'on c'est spontané, donc c'est cool. Bah écoute, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère qu'on se reverra Pareil. bientôt. Peut-être qu'on vous fera des petits trucs exclusifs et tout. On n'en dit pas trop encore. Parce que peut-être je vais monter là-bas, là, dans l'autre pays, là-bas, là, au, Le au machin mois là, d'août. loin là. Oh, Tu il y a sais, où 180 euros de péage. il fait hyper froid l'hiver et hyper chaud l'été, tu sais. Donc voilà. Et bah écoute, merci beaucoup Max. Et donc on peut te suivre, tu as dit sur Insta, sur YouTube. Ouais. TikTok, mais y allez pas. TikTok, c'est nul, les gars. Insta, YouTube, Ouais. c'est parfait. Ouais. Ok. Donc Fitmax, pas avec un X mais un C Ouais, et un S. c'est ça. Parce que lui, il s'était déjà pris. Si le mec qui écoute ça est là, je te déteste. Ok. Bah on va un petit peu. Les coachs aussi qui hésitent là à se lancer. D'ailleurs, petite auto-promo, on a une formation pour les futurs coachs en streetlifting, Lift Trainer Global. Et il y a du très très lourd là qui arrive dans les semaines à venir d'ailleurs par rapport à ça. J'en dis pas plus non plus. Vous le verrez sur les réseaux. Donc je vous invite à suivre la page Insta Lift Trainer et aussi Lift Trainer Global. Il y a des petites pépites qui arrivent là. Donc, bah, merci Max. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi.